Tu sais pourquoi tu te sens épuisé en permanence? Ce n'est pas parce que tu travailles trop, ce n'est pas parce que tu dors mal, ce n'est pas même parce que le monde va mal. Tu es épuisé parce que tu es trop humain pour ce monde. Et notre époque a décidé que l'humanité était un luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Regarde autour de toi. Ceux qui montent, ceux qui réussissent, ceux qu'on applaudit, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont appris à fermer certaines portes en eux, à ne plus sentir certaines douleurs, à ne plus voir certaines injustices. Ils ont compris le secret que personne n'ose dire tout haut. Pour survivre dans ce système, il faut d'abord tuer une partie de soi. Mais toi, tu continues à sentir, à espérer, à croire que les autres ont un cœur comme le tien. Tu continues à donner ta confiance comme si elle était inépuisable. Tu continues à porter les fardeaux des autres comme s'ils étaient les tiens. Et chaque jour, tu découvres un peu plus ce que ça coûte. Il y a un mensonge qu'on t'a raconté depuis l'enfance. On t'a dit que la bonté était récompensée, que l'empathie était une force, que l'authenticité ouvrait les portes. Mensonge. Dans ce monde, être humain, c'est offrir son cou aux loups qui portent des costumes. C'est tendre la main à ceux qui la mordront. C'est croire aux promesses de ceux qui collectionnent les trahisons. Tu te demandes peut-être pourquoi tu attires toujours les mêmes profils. Ces narcissiques charmants, ces manipulateurs subtils, ces vampires émotionnels qui savent exactement quel corps faire vibrer. La réponse va te faire mal. Ils ne te choisissent pas par hasard. Ils te reconnaissent. Ils sentent ton humanité comme les prédateurs sentent la vulnérabilité. Ils savent que tu ne les jugeras pas, que tu chercheras à comprendre, que tu donneras des secondes chances quand ils n'en méritent même pas une première. Ton empathie est devenue ta malédiction. Et pendant que tu te vides pour remplir des puissants fonds, pendant que tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, pendant que tu excuses l'inexcusable, eux avancent, prospèrent, s'enrichissent de ta générosité. Jusqu'au jour où tu te réveilles, vidé, amer, en colère contre toi-même d'avoir été si naïf. Mais cette colère, elle cache autre chose, une vérité plus profonde, plus dérangeante. Tu ne hais pas le monde pour sa cruauté, tu le hais parce qu'il t'a forcé à choisir, rester humain et souffrir, ou devenir comme eux et survivre. Si cette réflexion résonne déjà en toi, pense à t'abonner maintenant. C'est un geste simple, mais qui nous permet d'aller plus loin ensemble. Nietzsche l'avait prédit il y a plus d'un siècle. L'homme bon est naïf. Pas naïf au sens mignon du terme, naïf au sens tragique. Celui qui croit encore que le monde fonctionne selon des règles morales. Celui qui pense que la réciprocité existe, que la loyauté se mérite par la loyauté. Naïf parce qu'il n'a pas encore compris la règle fondamentale de notre époque. Les systèmes récompensent l'efficacité, pas l'éthique. Tu vis dans une civilisation construite sur un paradoxe. Elle prêche l'humanité dans ses discours, ses films, ses livres d'école, mais elle structure ses institutions pour récompenser exactement l'inverse. Regarde l'entreprise où tu travailles. Qui monte le plus vite? Celui qui livre ses collègues pour un poste ou celui qui les protège par solidarité? Regarde la politique. Qui gagne les élections? Celui qui dit la vérité inconfortable ou celui qui flatte les peurs et les désirs? Regarde les relations. Qui attire le plus d'attention? Celui qui donne sans compter ou celui qui dose son affection comme une drogue rare? Cette tension, elle a un nom en philosophie, la dissonance éthique. Tu es programmé pour fonctionner selon certaines valeurs, partage, empathie, justice, mais tu évolues dans un monde qui a optimisé ses règles pour autre chose. Et voici le piège le plus cruel. Ce système t'a convaincu que le problème, c'était toi. Quand tu souffres de cette dissonance, quand tu te sens épuisé de toujours donner sans recevoir, quand tu questionnes ta générosité, on te dit que tu es trop sensible, que tu prends les choses trop à cœur, qu'il faut que tu apprennes à te détacher. On pathologise ton humanité pour que tu ne questionnes pas l'inhumanité du système. Machiavel avait compris ça en observant les princes de son époque. Pour gouverner efficacement, disait-il, il faut parfois renoncer à être bon. Pas par méchanceté, mais par réalisme. Parce que ceux qui restent bons dans un monde de loups finissent dévorés. Mais Machiavel parlait du pouvoir politique. Aujourd'hui, cette logique s'est répandue partout. Dans le management, dans le marketing, dans les relations sociales, même dans l'intimité. Tout le monde joue selon les règles du prince, sauf toi.
Tu continues à croire qu'on peut réussir sans trahir, avancer sans écraser, aimer sans manipuler. Et chaque échec renforce ta conviction secrète que quelque chose ne va pas chez toi. Mais si je te disais que le problème n'est pas ton inadaptation au système, mais l'adaptation du système à tout sauf l'humanité, que ton épuisement n'est pas un bug de ta personnalité, mais la preuve que tu fonctionnes encore selon ton design originel, que ta souffrance n'est pas un symptôme de faiblesse, mais le signal d'alarme d'une conscience qui refuse de se laisser anesthésier. Il y a une guerre silencieuse en cours entre ce que tu es et ce que le monde veut que tu deviennes. Et pour l'instant, tu es en train de la perdre. 1961. Hannah Arendt assiste au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Elle s'attend à rencontrer un monstre, un psychopathe aux yeux froids, le visage du mal absolu. À la place, elle découvre un homme ordinaire, poli, méticuleux, qui parle de sa carrière comme n'importe quel cadre moyen parlerait de ses objectifs trimestriels. Eichmann ne haïssait pas les Juifs, il ne ressentait rien du tout, il faisait juste son travail, efficacement, sans se poser de questions. Arendt comprend alors quelque chose de terrifiant. Le mal n'a pas besoin de méchanceté pour prospérer. Il suffit d'indifférence, de conformisme, de cette capacité à exécuter sans réfléchir. Elle invente un concept qui va bouleverser notre compréhension du monde, la banalité du mal. Le vrai danger, ce ne sont pas les psychopathes en chef. Ce sont les millions de gens normaux qui choisissent de ne pas voir, de ne pas sentir, de ne pas questionner. Pendant qu'Eichmann organisait des déportations, ses voisins trouvaient qu'il était un homme discret et travailleur. Ses collègues appréciaient son professionnalisme. Sa femme le décrivait comme un bon père de famille. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui autour de toi. Cette collègue qui te sourit en réunion avant de te planter un couteau dans le dos, elle rentre chez elle et embrasse ses enfants en pensant qu'elle a eu une journée productive. Ce patron qui licencie par mail le vendredi à 17h. Il dort très bien. Il a optimisé la structure de l'entreprise. Cette personne qui t'a manipulé émotionnellement pendant des mois. Elle n'y pense déjà plus. Elle était juste en train de vivre sa vie. Ils ne sont pas méchants. Ils sont pires que ça. Ils sont indifférents. Et voici ce qu'Arendt a compris de plus terrible. Cette indifférence est contagieuse. Chaque jour, elle gagne du terrain dans nos cœurs. Chaque trahison que nous encaissons sans réagir, chaque injustice que nous laissons passer pour la paix. Chaque fois que nous disons « ce n'est pas grave » quand quelqu'un nous fait du mal, nous nous rapprochons d'eux. L'humanité n'est pas quelque chose qu'on perd d'un coup, c'est quelque chose qu'on épuise, goutte par goutte, déception après déception, jusqu'au jour où on se réveille et on ne ressent plus rien. Et c'est là le piège le plus subtil de notre époque. Elle ne nous demande pas de devenir des monstres, elle nous demande juste de cesser de ressentir, de professionnaliser nos émotions, de relativiser nos valeurs, d'être réaliste sur la nature humaine. Mais entre le naïf qui souffre et le cynique qui ne ressent plus rien, il y a un troisième chemin, celui de ceux qui voient la vérité mais refusent de s'y résigner, ceux qui sentent la douleur mais la transforment en conscience, ceux qui gardent leur cœur ouvert dans un monde qui lui demande de se fermer. Tu es peut-être l'un d'eux, et si c'est le cas, tu as un rôle à jouer. Sarah, 34 ans, manager dans une start-up tech. Diplômée d'une grande école, mère de 2 enfants, bénévole dans une association le week-end. Le genre de personne qu'on admire, celle qui a tout pour réussir. Il y a 6 mois, son équipe travaillait sur une appli de rencontre révolutionnaire. L'idée, utiliser l'IA pour analyser les profils psychologiques et créer des matchs parfaits. Sarah découvre quelque chose dans le code. L'algorithme ne cherche pas la compatibilité, il optimise l'addiction. Il identifie les personnes les plus vulnérables émotionnellement et les garde en ligne le plus longtemps possible. Célibataires récents, personnes en dépression, profils avec une faible estime de soi. L'appli leur donne juste assez d'espoir pour rester accro. Un match prometteur qui disparaît, une conversation qui s'arrête net, un rendez-vous annulé à la dernière minute. Sarah comprend qu'ils ne vendent pas l'amour, ils vendent la solitude. Elle en parle à son patron. Il le regarde avec un sourire paternel. « Sarah, on fait du business, pas de la charité. Ces gens vont se faire exploiter quelque part de toute façon. Au moins nous, on leur donne une chance de rencontrer quelqu'un. » Elle insiste. Il devient moins patient.
Tu penses vraiment que Tinder ou Bumble font différemment? C'est le marché, Sarah. Si tu veux changer le monde, fais de l'humanitaire. Sarah se tait. Elle a un crédit sur le dos, des enfants à nourrir, une réputation à protéger. 3 mois plus tard, l'appli génère 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sarah reçoit une prime de 10 000 euros. Elle sourit en signant le chèque, mais quelque chose s'est cassé en elle. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle pense à ces milliers de personnes qui scrollent désespérément sur l'appli qu'elle a contribué à créer. Ces cœurs brisés qui payent pour l'illusion d'être aimés. Elle se dit qu'elle va démissionner, demain, ou la semaine prochaine, ou après les vacances. 6 mois plus tard, elle travaille toujours là. Elle ne parle plus de l'algorithme. Elle évite de regarder les statistiques d'usage. Elle sait adapter. Et voilà comment ça marche. Pas avec de la violence, pas avec des menaces, avec de la complicité progressive, avec l'épuisement de ta résistance morale. On ne te demande pas de devenir un monstre d'un coup. On te demande juste de fermer les yeux, de te concentrer sur ton travail, de penser à ta famille. Et pendant que tu te convaincs que tu n'as pas le choix, pendant que tu justifies tes compromis, pendant que tu te dis que c'est comme ça que ça marche, tu deviens exactement ce que tu détestais. Sarah n'était pas méchante, elle était juste humaine. Trop humaine pour un système qui récompense tout sauf l'humanité. Comme toi, comme nous tous. La seule différence, c'est qu'elle a choisi de s'adapter. Et toi? Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur l'amour. L'amour véritable, ce n'est pas rencontrer quelqu'un qui te correspond parfaitement. C'est rencontrer quelqu'un avec qui tu peux créer une correspondance parfaite. Ce n'est pas trouver un homme qui sait déjà aimer comme tu as besoin d'être aimé. C'est grandir ensemble vers cette capacité d'aimer. Ce que Jung a découvert, c'est que nous sommes tous des êtres incomplets qui cherchent leur complétude dans l'amour. Mais cette complétude, on ne la trouve pas en cherchant notre moitié. On la trouve en apprenant à intégrer nos propres parts d'ombre et en aidant l'autre à faire de même. Ton homme n'est pas ton ennemi. Il n'est pas indifférent à tes besoins. Il n'est pas incapable d'intimité. Il est juste un être humain qui a appris des stratégies de survie qui ne servent plus votre amour. Et toi, tu peux être celle qui l'aide à découvrir de nouvelles stratégies. Des stratégies de connexion, de vulnérabilité, d'authenticité. Non pas en le forçant, mais en créant l'espace pour que cette transformation soit possible. Quand tu comprends ça, tout change. Tes attentes changent, ta façon de communiquer change, ta façon de recevoir son amour change. Tu arrêtes d'attendre qu'il devienne l'homme de tes rêves. Tu commences à aimer l'homme qu'il est en train de devenir. Tu arrêtes de vouloir qu'il t'aime comme dans les films. Tu apprends à reconnaître sa façon unique de t'aimer. Tu arrêtes de prendre ses difficultés personnellement. Tu vois ses blessures comme des informations sur son histoire, pas comme des attaques contre toi. Et lui, sentant cette acceptation, cette patience, cette compréhension, il peut enfin déposer ses armes. Il peut enfin arrêter de performer et commencer à être. C'est ça le secret que Jung nous a légué. L'amour n'est pas un état, c'est un processus de révélation mutuelle, de guérison partagée, de croissance commune. Vous n'êtes pas supposés être parfaits ensemble dès le début. Vous êtes supposés devenir parfaits ensemble, jour après jour, choix après choix, geste d'amour après geste d'amour. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande parfois de désapprendre tout ce qu'on croyait savoir sur l'amour. Mais la récompense, c'est de vivre quelque chose que peu de gens connaissent, un amour qui grandit au lieu de s'user, un amour qui révèle au lieu de cacher, un amour qui guérit au lieu de blesser, un amour où tu peux enfin être toi-même complètement et où lui peut être lui-même complètement, un amour qui transforme au lieu de subir. C'est ça l'héritage de Jung, c'est ça le code secret que je voulais partager avec toi. Maintenant, à toi de voir ce que tu en feras. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Regarde les statistiques, vraiment, arrête-toi et regarde. Les taux d'anxiété ont explosé de 300% en 10 ans. Les prescriptions d'antidépresseurs ont triplé. Les thérapies de couple n'ont jamais été aussi demandées. Mais le plus révélateur, c'est ça. 87% des gens disent se sentir seuls malgré 500 amis sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat logique d'un système qui a industrialisé la déshumanisation.
Pense aux métiers qui explosent aujourd'hui. Coach en développement personnel, thérapeute comportemental, community manager, influenceur bien-être. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Ils tentent de remplacer artificiellement ce que les communautés humaines offraient naturellement il y a 50 ans. L'écoute, le conseil, l'appartenance, l'inspiration. Nous avons cassé les liens sociaux organiques pour les remplacer par des services payants. Et pendant que nous payons des inconnus pour nous dire qu'on a de la valeur, pendant que nous scrollons désespérément à la recherche d'une validation qui ne vient jamais, pendant que nous consommons du contenu inspirant qui nous laisse plus vite qu'avant, les vrais prédateurs prospèrent. Ils ont compris quelque chose de fondamental. Une population épuisée émotionnellement ne résiste plus. Elle consomme, elle obéit, elle se distrait. Les entreprises le savent, c'est pour ça qu'elles créent des open space qui empêchent la concentration et des cultures d'entreprise qui remplacent l'amitié par du team building forcé. Les politiques le savent, c'est pour ça qu'ils polarisent les débats. Des gens en colère les uns contre les autres ne regardent pas vers le haut. Les plateformes le savent, c'est pour ça que leurs algorithmes privilégient l'indignation et l'envie. Des émotions négatives génèrent plus d'engagement. Mais voici le plus pervers. Ils nous ont convaincus que c'était nous le problème. Quand tu n'arrives pas à te concentrer, c'est que tu manques de discipline. Quand tu te sens isolé, c'est que tu ne sors pas assez de ta zone de confort. Quand tu es épuisé, c'est que tu ne sais pas gérer ton stress. Ils ont pathologisé les réactions normales d'êtres humains normaux face à des environnements anormaux. Et pendant que tu te culpabilises de ne pas être assez résilient, assez positif, assez productif, ils continuent à optimiser leur système pour extraire le maximum de valeur de ta souffrance. Ton attention devient leur argent, ta solitude devient leur marché, ton épuisement devient leur pouvoir. Mais il y a une faille dans leur système, une faille qu'ils n'ont pas prévue. Il suffit qu'une masse critique de gens comme toi comprennent le jeu pour que tout s'effondre. Car leur pouvoir ne repose que sur une chose, ton ignorance de ta propre valeur. Le jour où tu réalises que ton humanité n'est pas un bug à corriger, mais une force à cultiver, tu deviens incontrôlable. Et ça, ils en ont terriblement peur. Tu te regardes dans le miroir le matin et tu ne te reconnais plus. Ce visage fatigué, ces yeux qui ont perdu leur éclat, cette posture légèrement affaissée, comme si tu portais un poids invisible. Tu n'es pas malade, tu n'es pas déprimé au sens clinique, tu es juste usé. Usé de faire semblant que tout va bien, usé d'excuser l'inexcusable, usé de donner des chances à ceux qui les gaspillent, usé de croire que cette fois sera différente. Tu as développé une expertise douloureuse, celle de la déception. Tu sais reconnaître les signes avant-coureurs, le moment précis où quelqu'un va te lâcher, le pattern qui se répète. Et pourtant, tu continues. Parce qu'au fond de toi, il y a cette part qui refuse de devenir cynique, cette part qui continue à espérer que l'humanité n'est pas qu'une illusion. Mais cette part, elle souffre en silence. Elle souffre quand tu souris à des gens que tu ne supportes plus. Elle souffre quand tu fais des compliments que tu ne penses pas. Elle souffre quand tu acceptes des comportements qui te révoltent intérieurement. Tu es devenu expert dans l'art du compromis avec tes propres valeurs. Juste cette fois, pour ne pas faire de vagues, ce n'est pas si grave. Chaque compromis est une petite trahison de toi-même. Et les trahisons, même les petites, ça laisse des traces. Tu commences à douter de tes propres perceptions. Peut-être que tu es trop sensible, peut-être que tu exagères, peut-être que c'est normal et que tu es juste inadapté. Cette voix intérieure qui te protégeait, qui te disait « quelque chose ne va pas ici », tu l'as fait taire, par lassitude, par survie. Et maintenant, tu navigues à l'aveugle dans un monde qui ne te ressemble plus. Tu as appris à sourire quand tu as envie de crier, à être poli quand tu as envie de fuir, à dire « ce n'est pas grave » quand c'est exactement le contraire. Tu es devenu fluent dans une langue que tu détestes, celle de la fausse harmonie. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas perdu, quelque chose qui résiste malgré tout. Cette petite flamme au fond de toi qui s'allume encore quand tu vois une vraie injustice. Cette émotion qui monte encore quand quelqu'un souffre vraiment. Cette joie qui te prend encore quand tu croises un regard authentique. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas cynique, tu n'es pas devenu comme eux. Tu es juste épuisé d'être la seule personne à jouer selon les vraies règles dans un jeu truqué.
Et cet épuisement, il a un sens. Il te dit que tu ne peux plus continuer comme ça, que quelque chose doit changer. Pas le monde il changera peut-être un jour ou pas, mais ta façon de le traverser, ta façon de protéger ce qui compte vraiment en toi, ta façon de donner ton énergie, ça, tu peux le changer. Dès maintenant. La résistance commence par un mot que personne ne t'a appris à prononcer, non. Pas le non poli qu'on t'a enseigné, pas le non désolé suivi de 3 paragraphes de justification. Le non pur, simple, sans négociation. Mais avant de pouvoir dire non aux autres, il faut que tu apprennes à dire non à cette voix en toi qui te culpabilise. Cette voix qui chuchote « tu es égoïste, tu vas les blesser, c'est de ta faute si ça se passe mal ». Cette voix, ce n'est pas ta conscience, c'est le système de contrôle qu'on a installé en toi depuis l'enfance. Première étape de la résistance, identifier l'ennemi intérieur. Chaque fois que tu ressens de la culpabilité pour avoir défendu tes besoins légitimes, pose-toi cette question. Qui profite de ma culpabilité? La réponse te surprendra, ce n'est jamais toi. Deuxième étape, cultiver la solitude fertile. Tu as peur d'être seul parce qu'on t'a appris que la solitude était un échec, que les gens épanouis sont toujours entourés. Mensonge. Les gens vraiment épanouis choisissent leur entourage, ils ne le subissent pas. Apprends à préférer ta propre compagnie à celle de personnes qui te vident. Redécouvre le plaisir de penser tes propres pensées, de sentir tes propres émotions, de rêver tes propres rêves. La solitude n'est pas l'isolement, c'est la liberté de devenir qui tu es vraiment quand personne ne regarde. Troisième étape, développer l'intuition corporelle. Ton corps sait, il a toujours su. Cette tension dans les épaules quand tu parles à certaines personnes, ce nœud dans l'estomac avant certains rendez-vous, cette fatigue qui tombe d'un coup après certaines conversations. Ton corps te parle dans un langage plus ancien que les mots, plus honnête que tes rationalisations. Écoute-le, apprends son vocabulaire, fais-lui confiance. Il ne se trompe jamais sur les intentions des autres. Quatrième étape, créer des rituels de reconnexion. Chaque jour, accorde-toi 10 minutes. Pas pour méditer selon une méthode, pas pour optimiser quoi que ce soit, juste pour retrouver qui tu es sous tous les rôles qu'on t'impose. Sous le professionnel compétent, sous le parent dévoué, sous l'ami toujours disponible, sous toutes ces identités de surface. Il y a toi, le vrai toi, celui que tu étais avant qu'on te dise qui tu devais devenir. Cinquième étape, pratiquer la générosité stratégique. Tu n'as pas à arrêter de donner, tu dois apprendre à donner intelligemment. Donne à ceux qui peuvent recevoir, pas à ceux qui ne font que prendre. Donne quand tu es plein, pas quand tu es vide. Donne par choix, pas par obligation. La vraie générosité protège le généreux, sinon ce n'est plus de la générosité, c'est de l'automutilation. Et souviens-toi, résister, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir intelligent. Ce n'est pas fermer ton cœur, c'est apprendre à qui l'ouvrir. Ce n'est pas arrêter d'aimer, c'est commencer par t'aimer assez pour ne plus accepter l'inacceptable. La résistance, c'est l'art de rester humain dans un monde inhumain, sans y laisser ta peau. Imagine un monde où la vulnérabilité serait considérée comme un acte de courage, où dire « j'ai mal » ne serait pas perçu comme une faiblesse, mais comme une forme de résistance. Où les entreprises mesuraient leur succès non pas seulement en chiffres, mais en bien-être de leurs employés. Où un manager qui fait pleurer son équipe serait viré, pas promu. Où les réseaux sociaux récompenseraient l'authenticité plutôt que la performance. Où un post sur tes doutes obtiendrait plus de likes qu'une photo de ton faux bonheur. Utopie, peut-être, mais toutes les révolutions ont commencé par quelqu'un qui a osé imaginer l'inimaginable. Et voici la vérité, ce monde existe déjà, en fragments, en îlots de résistance, partout où des gens comme toi ont décidé de créer autre chose. Cette start-up qui a instauré une semaine de 4 jours et qui voit sa productivité exploser. Cette école qui a remplacé les notes par des encouragements et qui voit ses élèves s'épanouir. Cette communauté en ligne où les gens se soutiennent vraiment au lieu de se jalouser. Le changement ne viendra pas d'en haut, il viendra d'en bas, de toi, de nous, de cette masse silencieuse qui en a marre de jouer selon des règles qu'elle n'a pas choisies.
Commence par ton cercle immédiat, ta famille, tes amis, ton travail. Arrête de participer aux conversations toxiques. Quand tes collègues critiquent quelqu'un dans son dos, change de sujet. Quand tes amis se plaignent sans jamais agir, propose des solutions ou éloigne-toi. Arrête de liker le contenu qui ne te ressemble pas. Arrête de suivre les comptes qui te font te sentir inférieur. Arrête de consommer de la culture qui normalise la cruauté. Chaque fois que tu refuses de cautionner la médiocrité, tu votes pour un monde meilleur. Entoure-toi de gens qui célèbrent ta sensibilité au lieu de la critiquer, qui voient ta générosité comme un talent rare, pas comme une naïveté. Ces gens existent, ils se cachent, comme toi. Ils ont peur de montrer leur vraie nature, comme toi. Ils attendent quelqu'un qui ose commencer, comme toi. Sois ce quelqu'un. Crée des espaces où l'humanité peut respirer, chez toi, dans ton travail, dans tes relations. Défends ceux qui ne peuvent pas se défendre, même si c'est inconfortable, surtout si c'est inconfortable. Parle de tes blessures, pas pour qu'on te plaigne, mais pour que d'autres se sentent moins seuls avec les leurs. Montre que réussir sans écraser, c'est possible, que donner sans se vider, ça s'apprend, que rester authentique dans un monde de faux-semblants, c'est le plus bel acte de rébellion. Et surtout, arrête d'attendre que le monde change pour devenir qui tu es vraiment. Deviens qui tu es vraiment pour que le monde change. Un cœur authentique à la fois, une relation vraie à la fois, un geste de courage à la fois. Le monde de demain se construit avec les choix que tu fais aujourd'hui. Alors, quel monde veux-tu construire? Il y a cette image qui me hante depuis le début. C'est un arbre, un vieux chêne au milieu d'une forêt qui a été rasé pour construire un parking. Seul, debout, entouré de béton. Les gens passent à côté et se disent « Qu'est-ce qu'il fait là, cet arbre? Il n'a plus sa place, il devrait disparaître. » Mais l'arbre, lui, continue à faire ce pourquoi il est né. Il tend ses branches vers le ciel. Il offre son ombre aux rares passants qui s'arrêtent. Il produit de l'oxygène dans un monde qui étouffe. Il ne demande pas la permission d'exister. Il existe, c'est tout. Et parfois, quelqu'un plante une graine à côté de lui. Tu es cet arbre. Au milieu d'un monde qui a été rasé pour faire de la place à l'efficacité, à la performance, à l'indifférence, tu continues à faire ce pourquoi tu es né. Tu continues à ressentir, à espérer, à donner, à croire en l'humanité. Et oui, parfois tu as l'impression d'être le dernier de ton espèce, le seul à jouer selon les vraies règles, le seul à voir que quelque chose ne va pas. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes des millions d'arbres solitaires, dispersés aux quatre coins du monde, à nous croire uniques dans notre différence. Des millions à nous épuiser à rester humains dans un système inhumain. Des millions à nous demander si notre sensibilité n'est pas un handicap, si notre générosité n'est pas de la naïveté, si notre authenticité n'est pas de l'inadaptation. Nous sommes la forêt de demain. Mais pour que cette forêt pousse, il faut que chaque arbre cesse de se cacher. Il faut qu'il assume sa nature, sa différence, sa beauté dérangeante. Tu n'es pas trop sensible. Tu es sensible juste ce qu'il faut pour sentir ce qui ne va pas. Tu n'es pas trop généreux. Tu es généreux juste ce qu'il faut pour rappeler aux autres ce que ça fait d'être humain. Tu n'es pas inadapté. Tu es adapté à un monde qui n'existe pas encore, mais que nous sommes en train de créer. Ton épuisement n'est pas un échec, c'est le signal que tu as donné tout ce que tu pouvais donner selon les anciennes règles. Il est temps d'en inventer de nouvelles. Des règles où la vulnérabilité est une force, où l'empathie est un super pouvoir, où l'authenticité est la norme, pas l'exception. Ces règles existent déjà dans ton cœur, tu les as toujours connues. Tu as juste oublié qu'elles étaient valides. Il est temps de te rappeler. Il est temps de cesser de t'excuser d'être qui tu es. Il est temps de devenir délibérément, magnifiquement, dangereusement humain. Car dans un monde qui nous pousse à devenir des machines, être pleinement humain, c'est l'acte de rébellion ultime. Et cette rébellion commence maintenant. Si tu as ressenti quelque chose à travers ces mots, abonne-toi et partage cette vidéo. Ensemble, nous pouvons réveiller plus de conscience.